Lundi 13 janvier 2025, Yves Le Pestipon commençait cette nouvelle année des classiques au détail à la librairie Ombre Blanche avec Lisette, l'une des historiettes de Gédéon Talleyrand des Réaux, qui ne furent publiées que 2 siècles après sa mort et qui en disent long sur les hommes et les femmes du XVIIe siècle et sur nous-mêmes aujourd'hui. Bonne écoute. Bonsoir. Je suis très content de vous accueillir ce soir, une fois de plus, dans ces réunions de classiques de détail à Ombre Blanche. Et donc, ces réunions de classiques de détail qui vont se dérouler, si Dieu nous prête vie, pendant l'année 2025 et peut-être dans l'année 2026. Et puis, il y a un moment où on arrêtera quand même. Je ne sais pas si en 2400 on y arrivera, mais voilà. Bon. L'idée, c'est à chaque fois d'essayer de prendre des écrivains du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle français et de proposer une explication de texte sur ce qu'on appelle des écrivains classiques, en ce sens qu'on les étudie dans les classes et parfois qu'on les appelle classiques parce qu'ils sont de l'époque qu'on appelle classique, c'est-à-dire plus ou moins le XVIIe siècle. Là, j'ai pris un écrivain qui est classique d'une certaine manière, puisqu'il est dans la bibliothèque de la Pléiade, mais assez peu de gens le connaissent. Il s'appelle Talleyrand des Réaux. Talleyrand des Réaux, ce n'est pas vraiment étudié dans les programmes. Je crois qu'il n'est jamais tombé au CAPES ni à l'agrégation de lettres modernes ou classiques. En tout cas, il n'est jamais tombé au programme des écoles normales supérieures. Et pourtant, c'est dans la Pléiade. Et je viens de vérifier, il n'y en a plus qu'un exemplaire, même en folio, dans la librairie Ombre Blanche. Il faut aller sur Internet, chercher sur les bouquins anciens un petit peu pour trouver Talleyrand des Réaux dans la bibliothèque de la Pléiade ou dans n'importe quelle bibliothèque. Donc voilà un auteur qui est quelque peu oublié, qui n'est pas au programme, et vous allez le voir, évidemment c'est un scandale absolu. On pourrait supprimer la moitié des auteurs qui est dans la librairie, et il faudrait garder Talleyrand des Réaux, point, c'est tout. Les autres, bon. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants, mais enfin voilà. Talleyrand des Réaux à côté, c'est beaucoup mieux. Alors, Talleyrand des Réaux, c'est un personnage qui vit vraiment dans le XVIIe siècle, puisqu'il naît en 1619. C'est difficile de faire plus du XVIIe siècle, 1619. 1619, c'est une année intéressante. C'est aussi l'année de naissance de Cyrano de Bergerac. Et c'est aussi l'année où meurt Vanini, vous savez, à Toulouse, place du Salam. Donc, on est au début du règne de Louis XIII. Enfin, Louis XIII est encore un peu jeune. On est encore dans la Régence. On est aux première moitié, tout à fait premier quart du XVIIe siècle. Et il meurt en 1692, c'est-à-dire sous le règne du roi Louis XIV. En gros, ça lui fait à peu près les mêmes dates que La Fontaine, qui naît en 1621, donc c'est 2 ans d'écart, et qui meurt en 1695. Ils se sont très bien connus, bien sûr. Ils ont connu très bien un des auteurs dont j'ai parlé il y a quelques semaines, qui s'appelle Pélisson, qui a à peu près les mêmes dates aussi, et qui, comme Talleyrand des Réaux, à la différence de La Fontaine, est un protestant. Ce sont des écrivains protestants qui sont un peu en difficulté parfois, justement parce qu'ils sont des écrivains protestants. Alors Talleyrand des Réaux est absolument inconnu de la plupart des gens. Il faut dire qu'il était aussi à peu près inconnu au XVIIe siècle. Il n'a pas publié grand-chose, quasiment rien. Quelques textes de poésie qui nous intéressent en général assez peu, dans des recueils qui s'appellent par exemple La Guirlande de Julie, peu importe. À peu près personne ne savait que ce type était un écrivain. Et puis un jour il est mort, effectivement. Et puis, un siècle a passé, il ne s'est rien passé, à part qu'il est mort, et il a continué à être mort pendant tout le XVIIIe siècle. Voltaire n'a pas remarqué qu'il existait, ni Rousseau, etc. Et ce n'est qu'en 1834, en gros 150 ans après sa mort, qu'ont été publiés un livre qui s'appelle Les Historiettes, dont les manuscrits avaient été retrouvés à Chantilly, vous savez, le fameux château de Chantilly. Et donc, un certain nombre d'érudits de l'époque ont publié ce livre sous le titre Les Historiettes, avec une sorte de sous-titre, Mémoire pour servir à l'histoire du siècle de Louis XIV. Donc, ça a été publié comme un ensemble de documents pour réfléchir sur l'histoire. C'est un peu d'ailleurs dans ces conditions qu'ont été publiées, plus ou moins au même moment, les lettres de Madame de Sévigné, publiées complètement, et surtout les mémoires de Saint-Simon. Donc, c'est un auteur qui vit au XVIIe siècle, qui ne publie rien au XVIIe siècle et qui est découvert au XIXe siècle par un certain nombre de gens dans l'idée de faire de l'histoire essentiellement et de faire une histoire de l'époque de Louis XIV qui serait un peu différente de l'histoire de Louis XIV en perruque, enfin, etc., la cour et tout ça. Donc un petit peu une sorte de contre-histoire de ce qu'on appelle le grand siècle. Et donc voilà un livre qui a un destin curieux. Et puis ce livre a une petite postérité littéraire, c'est-à-dire qu'il est lu, des gens le regardent, des gens comme Apollinaire s'y intéressent, des auteurs un peu particuliers. Il est publié plusieurs fois sous formes diverses. C'est assez gros. La première fois, c'est 6 volumes en 1834. Puis c'est publié dans les années, je crois, 1960 dans la bibliothèque de la Pléiade. Et puis, on va dire, un relatif silence autour de lui. Ce n'est qu'assez récemment que quelques universitaires se sont réintéressés à la question de qui est ce type, qu'est-ce que c'est que cette littérature, et qu'on découvre que effectivement, évidemment, c'est très très passionnant, très remarquablement écrit et absolument perturbant sur le fait que ce soit à peu près oublié. Alors, qui est Talleyrand des Réaux? Il a un prénom étrange, il s'appelle Gédéon.
C'est son prénom. Gédéon, c'est aussi la boîte de production de Jacques Mitch, qui a fait un film dans lequel je suis le fils de Néandertal. Mais bon, c'est le hasard, il n'y a aucun rapport. La boîte de production Gédéon ne s'appelle pas Gédéon à cause de Gédéon Talleyrand d'Héréo. Bon, c'est un prénom qui se donnait au début du XVIIe siècle, qui est un peu disparu maintenant, mais enfin peut-être ça reviendra. C'est pas plus bête de s'appeler Gédéon que Yves ou Pierre ou Paul. Donc il s'appelle Gédéon Talleyrand. Alors les Talleyrand sont une famille protestante de commerçants, de financiers, tout à fait important. Ils sont très riches au début du XVIIe siècle. Et comme il arrive parfois dans la vie, ils vont se ruiner progressivement dans les années 1660. Ça sera une banqueroute générale. Et donc, quand Talleyrand d'Héréo naît en 1619 et il naît à La Rochelle, qui est une grande ville protestante, vous savez que Richelieu va prendre La Rochelle, eh bien, il naît dans une famille de bourgeois, qui s'appelle d'ailleurs Talleyrand, il ne s'appelle pas Talleyrand d'Héréo. Ce nom de Réau vient parce qu'en fait, à un certain moment, ils achètent une propriété, et donc ils ajoutent le nom d'Héréo, et hop, Talleyrand d'Héréo, ça fait mieux que Talleyrand. Gédéon Talleyrand, ça fait un peu nul. Gédéon Talleyrand d'Héréo, c'est déjà mieux. Et donc, il naît dans une famille protestante qui va être extrêmement puissante dans l'ouest de la France, à La Rochelle et à Bordeaux, et il va passer une partie de sa jeunesse au demeurant à Bordeaux, où les Talleyrand sont très importants dans ce qui n'est pas à l'époque le commerce triangulaire, mais on commence à commercer avec les Antilles. Ce sont des gens extrêmement riches, et quand des voyageurs au XVIIe siècle vont se promener à Bordeaux, on va manger dans les hôtels que possèdent les Talleyrand. C'est une famille très riche. Or, le jeune Talleyrand, évidemment, quand on est d'une famille comme ça, normalement, on va devenir aussi un homme d'affaires, ou si on est un peu pas vraiment doué pour ça, ce n'était pas le cas de Gédéon, on va peut-être faire du droit, devenir avocat, procureur, enfin, etc., etc. Donc on lui propose, enfin on lui impose de faire des études. Il n'a pas très envie de faire des études, et donc il fout le camp avec ses copains, et un de ses copains, c'est le futur cardinal de Ré, l'abbé de Ré, en Italie, en 1638, je crois. Il passe un an à peu près en Italie. Donc l'Italie, c'est bien parce qu'il fait beau, il y a des filles, il y a de la culture, il y a tout ce que vous voulez. C'est l'Italie un peu avant Berlusconi ou Giorgia Meloni, enfin tout ça un petit peu avant. Là, c'est très très bien, c'est très intéressant. Et donc pendant une année, il rencontre des gens, il apprend l'italien, comme tout le monde à l'époque. La langue qu'on apprend, connaît La Fontaine, que connaît Talleyrand, etc., connaissent tous ces gens, connaissent Montaigne, c'est l'italien. Personne ne parle anglais, on s'en fout complètement des anglais. Mais l'italien, ça, c'est vraiment important. On lit le latin, bien entendu, mais l'italien, c'est important. Et donc, il va passer une année à se balader en Italie. Ça ne fait pas, effectivement, une carrière très considérable. Et quand il va revenir, il n'a pas très, très envie de se lancer dans une carrière juridique et compagnie. Ce qui l'intéresse, c'est les arts, la culture, les rencontres avec les gens. Et si possible, rien foutre. C'est sa caractéristique majeure. Il n'a pas très envie de travailler. C'est un bourgeois qui n'a pas envie de travailler, tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est d'épouser une femme encore plus riche que soi. Et donc, il va tomber amoureux d'une, puis après, il va épouser une autre, qu'il va épouser, qui sera très, très riche. Et c'est très intéressant parce que ça permet de vivre vraiment sans travailler. Et comme elle est une grande famille, ça permet aussi de faire des rencontres importantes. Et à son retour d'Italie, dans les années 1640 à peu près, il va se retrouver marié avec une femme qui ensuite, d'ailleurs, va le trahir parce qu'elle est protestante au début, elle va devenir catholique, ça va être une grande douleur pour lui, bien entendu. Mais elle va lui permettre d'avoir un niveau de vie suffisant pour avoir un bel hôtel particulier à Paris et surtout pour rentrer dans les salons mondains et rencontrer les gens qu'il faut pour avoir le plaisir de la conversation, des nouvelles qui sortent, etc. Alors vous savez que le grand salon mondain de ce moment-là, c'est le salon de Madame de Rambouillet, enfin de la marquise de Rambouillet, qui c'est Catherine de Vivonne, qui naît à la fin du XVIe siècle, qui fait elle aussi un très beau mariage avec un marquis de Rambouillet et qui se construit un salon très important. Elle dirige ce salon dans lequel elle reçoit un certain nombre d'écrivains, d'hommes de plume et tout ça, en particulier le très brillant à l'époque qui s'appelle Voiture. Et là, elle se fait un salon qu'elle peint en bleu. C'est une idée extraordinaire. Les chambres d'habitude étaient en rouge, elle l'invente en bleu et donc ça sera le salon bleu. Elle se fait appeler Arténis par une espèce d'anagramme sur son nom de Catherine de Vivonne. Ça s'appelle Catherine de Vivonne, c'est une des sources chez Proust du nom de la rivière. Vous savez qu'à Combray, il y a une rivière qui s'appelle la Vivonne. Et la Vivonne, c'est un magnifique nom de rivière, mais c'est aussi le nom de Madame de Rambouillet, le vrai nom. Voilà. Et donc, grâce à Voiture, grâce à une série de copains, grâce à Pélisson, qui est un protestant, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, tous ces gens-là se retrouvent dans le salon de Madame Rambouillet. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la conversation, naturellement. Il y a des jolies femmes, bien entendu, il y a de l'argent, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, voilà, c'est très confortable, on est intelligent, on fiche pas grand-chose. On médit, on fait un peu d'opposition politique, d'un peu loin à l'égard des puissants qui sont là. On se moque de Mazarin ou de Richelieu, ça dépend des moments. Un peu plus tard de Louis XIV, voilà. On fait des poèmes, on se connaît, on se raconte, et surtout, on médit, bien entendu. C'est une grande occupation, une occupation fondamentale de l'humanité, enfin de la mienne en tout cas, voilà. Et donc de dire du mal des autres, et de raconter des histoires un peu douteuses sur le voisin de palier, les
l'écrivain d'à côté, etc. Ils sont tous plus ou moins idiots, et puis voilà, ils couchent avec un tel. Enfin, tout ça est très intéressant, ça occupe les activités, et on peut le faire de manière plus ou moins mondaine. C'est une grande partie de l'activité dans ces salons mondains. Et Talleyrand des Réaux va là avoir des sources de première main sur tout un tas d'histoires qui se racontent dans ces milieux-là. De première main, parce que ces gens, c'est vraiment le centre véritablement de la vie intellectuelle. C'est aussi un des centres de l'argent, de la fortune. Madame de Rambouillet habite d'abord dans ce qui s'appelle maintenant la place des Vosges, qui s'appelle à l'époque la place royale, c'est-à-dire l'endroit vraiment chic. C'est là qu'il faut être, dans le quartier du Marais. Avant même que les homosexuels n'investissent dans les années 80, c'était là qu'il fallait être. Et puis ensuite, elle va se déplacer un petit peu, parce que construire un hôtel particulier est tellement beau que la reine va vouloir avoir le même, en faire un palais, véritablement. Donc elle est vraiment très douée et elle explique, Madame de Rambouillet, qu'elle a eu cette idée d'un seul coup, elle le dessine comme ça et puis hop, les architectes lui font ce nouvel hôtel. Donc il y a de l'argent, ça c'est doute, il y a de la culture, il y a des femmes, il y a des rencontres et donc il y a des histoires à raconter. Et le jeune Gédéon Talleyrand des Réaux, il est assez jeune à ce moment-là, est tout oreille, tout ouïe, et il récupère les histoires qui sont racontées sur les époques récentes ou les époques un peu anciennes, c'est-à-dire époque un peu ancienne, l'époque d'Henri IV, bien sûr, tous ces gens. Leurs parents sont importants à l'époque de Henri IV. En 1619, quand naît Gédéon, Henri IV est mort depuis 9 ans. Et voilà, assassiné. Mais les histoires sont là. Et sur Henri IV et ses copines et tout ce que vous voulez, il y a de quoi dire. Gabriel d'Estrées, etc. Il y a de quoi dire. Il y a du ragot. C'est très bon. Et puis ensuite, ça continue. Sur Louis XIII, il y a du ragot. Et puis en plus, il y a tout un tas d'écrivains qui apparaissent à l'époque de Henri IV, comme Malherbe, Racan et bien d'autres. Et évidemment, comme toujours, comme aujourd'hui, comme demain, voilà, des intrigues d'écrivains sans arrêt, dont parle Molière dans Les Femmes savantes, Trissotin, Vadius, etc. Ça continue. Voilà. Et à l'époque, ils sont aussi méchants qu'aujourd'hui, les écrivains. Il y a un vers de La Fontaine que j'aime bien dans une fable qui s'appelle Le Singe, où il dit « La pire espèce, c'est l'auteur ». Si vous voulez le vérifier, vous allez fréquenter les milieux d'écrivains, y compris à Toulouse, 2-3 poètes se réunissant, et c'est affreux. Immédiatement, ils sont jaloux, ils sont méchants, etc. C'était pareil, c'était pareil. Et donc, il y a des historiettes qui se racontent sur tous ces gens, et Talleyrand est là, il fait la fonction que Proust assigne au grand écrivain, la fonction d'espion. Proust explique qu'un grand écrivain est nuisible, c'est un espion qui vient écouter ce qu'on raconte et qui va, si possible, dire du mal un peu de tout un tas de gens. Et ça, c'est un bon écrivain pour Proust. Voilà. Il est parfaitement nuisible. Il dit on devrait les interdire, véritablement. Et bon, il n'a pas tout à fait tort. Et Talleyrand des Réaux écoute, et il écrit. Alors, dans les années 1656-57, visiblement, il écrit des pages et des pages de ce qui va devenir les historiettes. Mais il se garde de les publier. Parce que, évidemment, si vous dites du mal d'autrui, ça, c'est un grand plaisir. Il vaut mieux qu'il soit mort, et que soi-même on soit mort, parce que vous comprenez, autrui, si j'en dis du mal, il peut se venger de moi, ou de mes enfants. Donc je vais raconter des histoires et les garder un peu pour moi tranquillement. Et donc Talleyrand des Réaux va écrire pendant 3-4 ans ces historiettes, et il va ensuite, le reste de sa vie, les additionner, les corriger, les perfectionner, etc., pendant 30 ou 40 ans, jusqu'en 1692. Alors, il va essayer d'écrire une tragédie, il ne la publiera pas naturellement. Donc, il appartient à la catégorie des écrivains qui ne publient rien. Alors pour nous, c'est un peu surprenant parce qu'aujourd'hui, on va dire, depuis Victor Hugo surtout, un écrivain, c'est un type qui publie, qui passe à la télévision, sur Facebook, et si on n'a pas compris qu'il publiait, il publie encore plus. Voilà. Pour dire, je publie, coucou, c'est moi, vous avez vu, je publie. Il y en a un à Toulouse qui prétend être le poète invisible, mais il signale partout qu'il est le poète invisible. Voyez-moi, je suis vraiment invisible, regardez-moi. Voilà. Donc en gros, ça c'est à peu près le paysage, et on le connaît, bon, la liste des noms est très importante. Mais au XVIIe siècle, le statut d'écrivain n'est pas nécessairement si enviable que ça. C'est un peu ridicule d'être écrivain. Bon, ce qui est bien, c'est d'être un saint ou d'être un grand homme de guerre, naturellement. Mais par exemple, Madame de Lafayette ne va jamais signer ses romans. Ce serait un peu déshonorant. Enfin, quand on est Madame de Lafayette, non, on ne va pas s'abaisser à ressembler à Marie de Neil ou je ne sais pas quoi, enfin voilà, ou à Gavalda. On est Madame de Lafayette. Madame de Sévigné ne va pas publier ses lettres. Naturellement, elle les écrit avec grand plaisir avec ses amis, mais on ne les publie pas. Le cardinal de Ré ne va pas s'abaisser à publier ses mémoires. Il les écrit pour la postérité. Et au XVIIIe siècle, le duc de Saint-Simon les écrit pour plus tard, mais lui-même, peut-être n'a-t-il pas dit à sa femme qu'il écrivait le chef-d'œuvre de la littérature du XVIIIe siècle sur le XVIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui est pour nous un peu étonnant. Il y a beaucoup d'écrivains à l'époque qui publient, mais il y en a aussi qui ne publient pas et qui disent « mais non, c'est pas moi ». Par exemple, un des grands chefs-d'œuvre de la littérature du XVIIe siècle qui s'appelle Les Lettres portugaises de Guirag, ce n'est que dans les années 60 qu'on a pu
comprendre que c'était un certain monsieur de Guirail qui les avait écrites, mais lui, mais non, pas moi, enfin, vous n'y pensez pas, enfin, j'ai autre chose à faire, enfin, c'est beaucoup plus intéressant de vivre autrement que de publier la littérature. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, est un peu surprenant, et de ce point de vue-là, Talleyrand de Réau appartient à ce groupe des écrivains discrets, secrets. Il n'y a même pas l'idée, comme parfois aujourd'hui, de dire, écoutez, je suis un écrivain secret, je vis dans la montagne, personne ne me voit, etc. Vous voyez, Jean Quignard et compagnie, et puis pourtant, pour le signaler, je passe à France Culture pour l'expliquer. Voilà. Et donc, il appartient à une catégorie très particulière, au XVIIe siècle, d'écrivains, disons, du silence, qui ne publient même pas. C'est pas là que va arriver la gloire, véritablement, pour lui. Et c'est pas là qu'on va arriver, les femmes, la fortune, etc. Voilà, ça suffit, simplement. Alors, rêvait-il d'être vraiment un écrivain publié, comme a été La Fontaine, comme a été Molière, comme a été Racine, etc. C'est possible? C'est pas certain. C'est pas certain. Alors, ce qui bascule dans sa vie, c'est qu'autour des années 1660, la famille Talleyrand, pour une série, je vous passe un peu les détails, d'affaires mauvaises à droite et à gauche, ça arrive dans les familles, comme ça, voilà, et ils sont en banqueroute. Et donc, la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant 30 ans, il va d'une part perdre une partie de ses amis, parce que Madame de Rambouillet, le Salon Bleu, tout ça, à partir des années, elle meurt, je crois, en 1668, bon, c'est fini, bien sûr, et il va être un peu un has-been, on va dire, hein, il appartient à la génération d'avant, et il n'a pas réussi comme quelqu'un comme La Fontaine ou quelqu'un comme Pélisson, mais ne voulait pas, probablement, à devenir quelqu'un qui compte. C'est-à-dire, il n'est pas devenu académicien, il aurait pu, son frère était académicien, son frère était un abbé, mais il est devenu académicien, mais lui, il n'a pas envie, il ne devient pas académicien, donc voilà, c'est comme ça. Il va vivre, on ne sait pas trop comment, manifestement un peu triste, un peu à l'écart des grands axes, en étant cependant toujours ami avec des gens comme le chanoine Maucroix, qui est le meilleur ami de La Fontaine, ami aussi avec La Fontaine, ami avec Pélisson, et vers la fin de sa vie, il va, bon, comme beaucoup de gens à l'époque, de protestants, se convertir, enfin, on ne sait pas très bien s'il se convertit, mais enfin bon, il va comprendre qu'il a intérêt à se convertir, et donc il va devenir catholique vers la fin de sa vie, un peu comme Pélisson. On a un peu des doutes sur ces conversions-là, mais vous savez que l'édit de Fontainebleau fait qu'on abolit l'édit de Nantes, et que donc il vaut mieux, si on n'a pas envie d'avoir trop chaud aux fesses, se convertir au catholicisme à partir des années 1682-83. Et donc voilà ce qu'il fait, véritablement. Et donc, on a un écrivain dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'il n'a pas foutu grand-chose, effectivement, dans sa vie. Enfin, c'est pas un homme qui a fait des exploits militaires, c'est pas un homme qui a eu une vie amoureuse apparemment extraordinaire, c'est pas un homme qui a inventé des trucs et des machins, c'est pas un homme qui a voyagé, un voyage en Italie, c'est tout. Bon, voilà, rien de plus. On ne sait pas trop grand-chose, il a vécu discrètement, il n'a pas publié, il n'a pas participé des combats littéraires, il a été une espèce de type un peu mondain. Au fond, ce qu'aurait pu être Proust si il était resté cet éternel jeune homme dont parlait Gide et quelques autres, c'est-à-dire s'il n'avait pas effectivement publié. Pendant longtemps, on a cru que Proust n'était qu'une sorte de Talleyrand des Réaux, qui fréquentait les salons, les amitiés, etc. Beaucoup de gens ne se sont pas très bien doutés que Proust était un grand écrivain. C'était juste un type aimable, qui circulait comme ça, à droite à gauche, qui faisait quelques blagues, qui avait quelques manies, qui était un peu curieux dans sa sexualité, dans ses manières de s'habiller, de boire du thé, enfin, ce qu'on est dans ce genre. Mais brusquement, on a découvert que c'était un grand écrivain, mais on l'a découvert un peu tard, en réalité, peu de temps avant sa mort. Voilà, peu de temps avant sa mort. Et donc, Talleyrand de Réau, c'est un type un peu particulier qui n'a pas fait de carrière littéraire. Alors j'emploie le mot carrière en un sens précis. Un auteur que j'ai bien connu qui s'appelle Alain Viala, qui était un grand universitaire qui est mort quelques années, qui est originaire de Saint-Afrique, dans l'Aveyron, avait écrit beaucoup de travaux sur la carrière des écrivains, montrer comment, en particulier, Racine avait développé toute sa vie une carrière. Il appelle son livre La stratégie du caméléon, dans lequel il essaie de montrer comment Racine, alors lui c'était vraiment l'inverse de Talleyrand de Réau, c'était je veux réussir, et puis je veux finir ma vie à 2 pas du roi si possible, en train de regarder la cheminée avec Madame de Maintenon, et ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire il a tout fait pour réussir, tout simplement pour être là où il fallait. Jacques Attali, vous voyez, ce genre de personnage, voilà, aujourd'hui. Voilà. Et Talleyrand de Réau est dans la position exactement inverse. C'est-à-dire c'est pas un écrivain qui fait carrière. De ce point de vue-là, c'est un petit peu comme, vous savez, dans Tous les matins du monde, un musicien remarquable, mais qui vit un peu à l'écart. Voilà. Alors il ne vit manifestement pas de manière très spirituelle. Talleyrand de Réau, c'était probablement un type un peu libertin, si on peut dire, comme à l'époque. Voilà. C'était pas un grand chrétien, ni protestant, ni catholique par la suite, mais c'est un type qui vit un peu à l'écart, en dehors des chemins. Et donc son livre est resté inconnu. Et quand il est apparu en 1834, ce livre fait un peu scandale, parce qu'évidemment, d'une part, il faisait apparaître des histoires sur le XVIIe siècle qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles qu'on avait envie d'apprendre à l'école, d'une certaine manière, sur Louis XIV et ces gens-là, mais aussi sur les écrivains. Au lieu de dire simplement, je sais pas, Malherbe est un grand écrivain, ou je ne sais qui, Racan, etc., il raconte une série de choses, comme on peut les raconter aujourd'hui sur Serge Pey ou Pascal Quignard, ou sur moi, ou sur n'importe qui, voilà, c'est-à-dire des choses qui font apparaître du vivant, véritablement, mais dans une langue aussi extraordinaire, vous allez voir avec un cas qu'on va voir, mais qui dérange un peu. Ah bon, ils n'étaient pas exactement comme ceux qu'on croyait qu'ils étaient. Et le problème, c'est que ce qu'il dit, on a pu vérifier qu'en général,
C'était vrai, hein, voilà, comme tout le monde, on peut se tromper, mais il avait des bons informateurs, il était à l'endroit où il fallait. Voilà. Et puis il le dit dans une manière tout à fait remarquable, qui ne ressemble pas, on va le voir tout de suite, à la langue du XVIIe siècle telle qu'on la rêve, c'est-à-dire régularité, ordre, perfection, etc. Ça ressemble parfois plus à du Montaigne, parfois même à du Rabelais, qu'à la langue idéale d'un texte écrit par Racine ou quelque chose comme ça. C'est une sorte d'autre langue. Et en particulier, on est un peu embêté parce qu'on se dit, le XVIIe siècle, c'est l'art de la composition, de la régularité. Mais vous allez voir, simplement en regardant le texte qu'on va voir là, il n'est pas du tout régulier, il n'est pas du tout bien composé, mais il est très bien composé autrement que si on se dit, ça doit commencer comme ceci et finir comme ça. Alors, ce que j'ai pris là, c'est une des historiettes, parmi bien d'autres. Elles sont toutes très amusantes, très drôles. Alors, ça fonctionne comme ça. Les historiettes, c'est, il y a un personnage, un autre, une petite histoire, donc une petite histoire, presque rien. Alors, sur des gens très connus, hein, Richelieu, Malherbe, peu importe, ou sur des gens beaucoup moins connus de nous, mais qui avaient un rôle à l'importance. Voilà. Alors, l'idée d'historiette, donc, c'est une petite histoire, dont la particularité d'être relativement courte, d'être un petit peu méconnue, et si possible d'être vrai. Il y a quelqu'un qui a introduit vraiment cette notion de vérité dans les petites choses, c'est Stendhal au XIXe siècle. Il dit qu'un bon écrivain, c'est quelqu'un qui propose des petits faits vrais. Des petits faits vrais. C'est-à-dire des petites choses. Il ne va pas parler du changement climatique ou des vertus de la librairie ou de l'égalité homme-femme, enfin des grands sujets, hein, peu importe. Hein. Il va raconter des petites choses. Il y en a un qui a fait ceci ici ou là, ou une. C'est un fait. Il y a monsieur machin qui a fait ceci avec madame machin là. Et c'est vrai. Et au lieu, effectivement, de construire une espèce de théorie philosophico, ça c'est le travail des philosophes, des journalistes éventuellement, de gens comme ça, d'accord, de gens qui peuvent être très bien intentionnés. Mais je vais proposer un petit fait vrai. Par exemple, il y a eu, je ne sais pas, un assassinat du côté de Verrières. Donc je vais essayer de raconter une histoire comme ça, voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et si je prends cette petite histoire, ou le fait qu'une dame qui s'appelle Madame Bovary couche avec autre chose que son mari du côté de la Normandie, je vais décomposer un peu tout ça, analyser tout ça. Ce petit fait, bon, il y a une femme qui, bon, voilà, très bien. Et ça sera peut-être ça le travail de l'écrivain. Non pas de nous raconter les grands sujets, les grands trucs, etc. Et Talleyrand de Réau va de ce côté-là. Petit fait vrai, et non pas grand sujet marqué par l'Antiquité. Vous voyez ce que fait Corneille. Quand Corneille fait une tragédie qui s'appelle Horace, par exemple, ça c'est du sérieux. C'est Rome, c'est une vieille histoire racontée, titre livre, ce que vous voulez. Quand Racine fait Phèdre, c'est du sérieux. C'est bon, grand sujet. Quand le cardinal de Ré fait ses mémoires, c'est du sérieux. C'est vraiment des gros trucs. Voilà. C'est la politique, etc. Comme aujourd'hui, on a toujours des écrivains d'ailleurs qui vont raconter des grands sujets, hein, soit anciens, soit modernes. Là, c'est une autre idée. On prend des petits trucs, des petits machins, et c'est des historiettes. Alors l'historiette, ça fait un petit peu pour l'histoire qu'on raconte au collège. Enfin voilà, une petite histoire drôle, belge si vous voulez, éventuellement, mais fait française, pourquoi pas. Et puis décousue. Au lieu d'avoir une structure qui va être point A, point B, point C, etc., ou le début, la fin, des historiettes, il y en aura un paquet. Et donc on peut commencer ce livre, c'est l'avantage, par le début ou par la fin. Par le milieu, si on préfère. Voilà. On cherche les gens qu'on connaît, ou les gens qu'on ne connaît pas, peu importe. On peut chercher que les femmes, ou que les hommes, ou que les vieux, ou que les écrivains, ou que ça. Voilà, enfin, peu importe. Et par exemple, si vous voulez savoir quelque chose sur La Fontaine, eh bien, vous regardez, il y a une petite histoire sur La Fontaine. Sur Maucroix, il y a une petite histoire sur Maucroix, etc. Et ces petites histoires, elles éclairent toujours quelque chose. Par exemple, sur La Fontaine, ça commence comme ça. Un garçon de Champagne qui fait des vers. Au lieu d'avoir le grand fabuliste, parce que quand Talleyrand de Réau écrit vers 1657-58, La Fontaine est en effet un garçon, c'est un jeune homme, de Champagne, et qui fait des vers. Voilà, c'est pas un grand homme, c'est juste un type comme ça. Voilà. Et puis il raconte 2 ou 3 petites anecdotes, bon, qui ont l'air plus ou moins vraies. Et donc on est au ras des mouches, hein, si on veut, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ce qui, vous allez le voir aussi, fait la qualité d'un écrivain, c'est pas simplement qu'il raconte des histoires, c'est qu'il les raconte dans une certaine langue. Il invente quelque chose dans la langue que les gens d'habitude ne font pas. Et souvent, un mauvais écrivain, c'est un type qui écrit bien, et un grand écrivain, c'est un type qui écrit comme lui. Voilà, c'est un peu différent. Par exemple, Saint-Simon, Chateaubriand dit, il écrit à la diable des pages immortelles pour l'éternité. Il écrit à la diable, c'est n'importe comment, mais quand on voit du Saint-Simon, on se dit, oui, d'accord, c'est écrit n'importe comment, il y a même des fautes de français, il y a de tout, hein, mais c'est, bon, voilà, c'est pas écrit comme Emmanuel Macron, qui écrit tout à fait bien, hein, justement, mais justement très mal, hein, voilà, c'est ça le problème. Du point de vue de l'écriture, hein, du point de vue de l'écriture littéraire. Alors voilà, Histoire de Lisette s'appelle comme ça, Histoire de Lisette. Lisette était filleule de la princesse de Conti. C'était une assez pauvre fille que cette princesse n'osa tenir sur les fonds que par procureur. Elle la fit nommer Louise, comme elle. De Louise, on fit Louisette, et par corruption, Lisette. Quand cette fille eut 15 ans, elle se mit à imiter Mathurine. Cette Mathurine avait été folle puis guérie, mais non pas parfaitement.
il y avait encore quelque chose qui n'allait pas bien. Elle continuait à faire la folle, et sous prétexte de folie, elle portait des poulets. Elle y gagna du bien et laissa un fils qui a été un admirable joueur de lutte. On l'appelait Blanc-Rocher. Lisette donc prend un chapeau, une fraise, un pourpoint et une jupe, et en cet équipage, plus insolente qu'un valet, elle entre chez toutes les personnes de la cour. Au bout de quelque temps, elle disparaît tout à coup, et après quelques années, elle revint à Paris et voulut se faire passer pour fille d'Henri IV, qui était mort il y avait déjà plus d'1 an, et de la princesse de Conti. Elle se faisait nommer Henriette Chrétienne, disait que la princesse de Conti n'avait jamais voulu permettre que le roi la reconnût, qu'à cause de cela, il l'avait fait nourrir secrètement, qu'il se l'était fait apporter en cachette plusieurs fois, et qu'il l'avait plus aimée que tous ses autres enfants. On croirait Mazarine. Toute la cour se moqua d'elle, car on savait toutes les amourettes d'Henri IV, et personne n'ignorait qu'encore qu'il eût trouvé la princesse de Conti fort belle. La première fois qu'il la vit, il ne voulut point penser à l'épouser, parce qu'il savait trop de ses nouvelles. Peut-être aussi ne l'aurait-il pas voulu faire par politique. Il est vrai de notre côté que ce qu'il voulait faire pour Madame de Beaufort était encore pis que tout cela. Il était encore constant qu'étant marié, il n'avait jamais eu inclination pour cette princesse. Cependant, assez de badauds à Paris croyaient ce que cette friponne disait. Il y avait ici, en ce temps-là, un Flamand nommé M. Migon, homme fort ingénieux, mais du reste assez simple. Ce bon Flamand connut Lisette, et comme cette créature avait le caquet bien emmanché, car jamais on n'a mieux débité de Galimathia, il en fut charmé et pleinement persuadé de toutes les fables qu'elle débitoit. Or, il arriva qu'un certain Allemand, qui se faisait appeler le baron de Krulembourg, fit accroire à M. des Haguens, favori de M. de Luynes, qu'il savait faire l'or. Des Haguens lui donna 10 000 écus qu'il lui avait demandé pour cela. Crulembourg se met en équipage, loue une maison à la place royale, croyant que s'il se faisait valoir, il en tirerait aussi encore bien d'autres. M. des Haguens ne donna pourtant point son argent sans en parler à M. d'Ornano, alors gouverneur de monsieur et pas encore ministre de Giscard. Vous savez, hein, il y a un d'Ornano, voilà, ça descend. Voilà. D'Ornano, qui connaissait Migon, lui conseilla de le mettre avec Crulembourg comme témoin et comme participant de tout ce qu'il entreprendrait. Voilà donc Migon avec Crulembourg. Il n'y fait pas plus tôt qu'il pense à Lisette, qu'il croyait princesse, et dont il avait grande compassion. Il la loge avec lui en intention de lui faire avoir bonne barre alors qu'on ferait qu'elle aurait de quoi se marier selon sa naissance. Monsieur de Chaudebonne, qui connaissait fort Migon, mena un soir cette fille chez madame la marquise de Rambouillet, sa bonne amie, qui alors logeait à la place royale pendant qu'elle faisait bâtir l'hôtel de Rambouillet. Elle n'avait rien d'extraordinaire en son habillement, or qu'elle avait un chapeau avec des plumes. Dès que madame de Rambouillet la vit, elle la reconnut et lui dit qu'elle l'avait vue ailleurs. « Ah, répondit-elle, madame, c'est cette malheureuse Lisette qui m'a perdu d'honneur, elle était fille de ma nourrice et ma sœur de levée. » Madame de Rambouillet lui fit toutes les objections qu'on lui pouvait faire. Et entre autres, que si le feu roi se lui fait porter pour la voir, comme elle disait que cela se ferait bien su, et que les rois ne pouvaient rien faire sans témoin. Au commencement, la princesse de Conti, qui était déjà veuve, laissa dire cette fille. Mais voyant que le monde en était trop imbu et que quelques-uns se savaient que croire, elle la fit prendre et la fit mettre en prison dans l'abbaye de Saint-Germain. On donna le fouet à Lisette, mais elle soutint toujours à la princesse de Conti, même qu'elle était sa fille. Cette princesse, qui était bonne, elle l'a fait fouetter, mais bon, c'est pas grave. Cette princesse, qui était bonne, se contenta de ce châtiment et ne la voulut point mettre en justice. Lisette, au sortir de là, courut tout le royaume. Elle est encore en vie et parle comme elle faisait en ce temps-là. Elle était petite, mais bien faite. Pour le visage, elle l'avait médiocrement beau. Pour Crulembourg, au bout de 3 mois, il fit un trou dans la nuit. Voilà. Alors, on n'y comprend pas grand-chose, parfois, mais on voit très bien que c'est une phrase admirable qui termine le texte. Pour Crulembourg, au bout de 3 mois, il fit un trou dans la nuit. Alors, faire un trou dans la nuit, ça veut dire au XVIIe siècle, on n'entend plus jamais parler de lui. Voilà. Donc, il y a la nuit, il fait un trou dedans, et pouf, on ne le voit plus. Et c'est fini, the end. Il fit un trou dans la nuit, the end. Voilà, c'est fini. Hein, voilà. L'histoire était finie, il a disparu dans la nuit, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas très bien qui est Crulembourg, Cronenbourg, on dirait un petit peu. Il apparaît, il fait de l'or, c'est un peu l'escroc, on le sent bien. Il essaie de tirer du fric d'un tas de gens, et puis il disparaît, fin du texte, adios. Hein, voilà, il fit un trou dans la nuit. Et donc, le rythme magnifique pour Cronenbourg, 1, 2, 3, 4, au bout de quelques mois, 5, il fait un trou dans la nuit.
Et voilà, crac. Voilà ce qu'on appelle une magnifique clausule, voilà, d'un texte. Il fit un trou dans la nuit. C'est poétique, c'est drôle, etc. Et il y a pas mal de gens qui aimeraient bien qu'il fasse un trou dans la nuit de temps en temps, mais chercher les noms, etc. Mais lui, Croulimbourg, c'est fini. Hein, voilà. Plus jamais Croulimbourg, dans les historiettes de Talleyrand de Réau, plus jamais Croulimbourg, on ne sait pas très bien qui c'est. C'est un personnage, donc, évidemment, parmi les escrocs. Vous écoutez Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail à la librairie Ombre Blanche, lundi 13 janvier 2025, consacré à Talleyrand de Réau et à son histoire de Lisette. Alors, il y a donc toute une série d'histoires qui se mélangent. Et le problème de ce genre de texte, c'est que pour les comprendre un petit peu, et pour sentir que c'est vraiment, vraiment plus drôle encore qu'on le pense, il faut connaître un peu l'histoire de ces périodes-là. Et ces périodes-là sont un peu lointaines pour nous. Déjà que les étudiants ont du mal à savoir à peu près ce qui se passait à l'époque de François Mitterrand, qui vivait probablement au Moyen-Âge, de Giscard à l'époque néolithique. Alors, quand il s'agit de la princesse de Conti ou de gens comme ça, là, on commence à être un peu perdu. Alors, la princesse de Conti, bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de princesses de Conti à travers l'histoire, et celle-là s'appelle Louise, et donc, effectivement, Lisette va apparaître ensuite. Cette princesse de Conti-là, elle a eu de la chance, elle n'a pas eu de chance. Donc, elle est née aussi à la fin du XVIe siècle, elle est morte dans les 1637-38, par là, quelque chose comme ça, et elle était excessivement jolie, ce qui est un avantage assez considérable. Elle était naturellement très riche, enfin, tout va bien, voilà. Et elle ne s'appelait pas la princesse de Conti, mais elle s'appelait Louise Marguerite de Lorraine. Et il se trouve que quand on est extrêmement jolie dans les années 1600, il y a un personnage qui trouve que les femmes, les extrêmement jolies, sont extrêmement intéressantes. Il s'appelle Henri IV, qui dont la statue se trouve de Capitole. Et donc on l'appelle pas pour rien le Vert galant. Et quand il voit cette Louise, il trouve que, bon, c'est pas mal, quoi. Elle est pas mal. Bon, à ce moment-là, elle a à peu près 8 ans, 9 ans. Hein. Et donc, il est intéressé. Il se dit, c'est un peu difficile, évidemment, parce qu'il est marié, vous savez. C'est un peu compliqué, voilà. Et puis, il a une maîtresse officielle. Une maîtresse officielle, c'est Gabrielle Lestrée, qui apparaît un peu plus tard sous le nom de Duchesse de Beaufort. Parce que quand on est maîtresse officielle, naturellement, on lui offre un château. Bon, c'est le minimum. Hein. Donc, le château de Beaufort, elle en a fait duchesse. Donc, voilà. Donc, elle s'appelle Gabrielle Lestrée, Duchesse de Beaufort. Donc, c'est la même. Et il a très envie de l'épouser. Malheureusement, il est marié. Et sa maîtresse officielle n'a pas très envie qu'il se marie avec une jeune fille. Très jeune fille, hein, bien sûr. Quand vous êtes dans cette situation, vous comprenez, vous êtes marié. Vous êtes roi quand même. Hein, voilà. Vous avez aussi une maîtresse officielle qui vous empêche d'épouser une jeune fille très jeune. Il y a un plan possible. C'est de lui faire épouser un de ses cousins, si possible vieux, si possible muet, sourd et plus ou moins paralytique. Il y en a un, hein, voilà, Prince de Conti, ça va très bien. Donc on va lui faire épouser ce qu'il faut, voilà, et comme ça on pourra en faire sa maîtresse. Donc c'est simple, donc on l'a fait épouser quand elle a 11 ans avec ce type, voilà, c'est comme ça, bon, c'est comme ça, c'est pas les pédophiles, c'est les affaires à l'époque, hein, c'est comme ça, voilà. Et donc la brave princesse de Conti se retrouve mariée avec un bonhomme qui a 40 ans, qui est sourd, aveugle et plus ou moins paralytique, hein, voilà, et en plus pas sympathique apparemment, voilà. Non, elle s'en remet. Et malheureusement, pour Henri IV, elle résiste toujours à Henri IV. Mais quand même, ils ont une amitié très grande. Enfin, résistent officiellement, voilà. Ils ont une amitié très grande. Et donc, voilà un peu l'ambiance. La princesse de Conti, il y a des bruits sur elle. Parce que quand même, elle est très jeune. Elle est mariée avec un type paralytique, aveugle et sourd. Hein, voilà, donc c'est pas mal. Hein, plus âgé, naturellement, etc. Le roi lui fait la cour. Ils ont une complicité. Le problème, c'est la femme du roi. Ça, c'est pas très grave. Mais c'est la maîtresse du roi, Gabrielle Lestrée, la duchesse de Beaufort. Ça, c'est un peu un problème. Donc, c'est un peu difficile, mais quand même, les bruits courent. Et donc, il n'est pas très étonnant, tout à fait, qu'une certaine Lisette, une dame, voilà, qu'on a appelée Louisette, parce qu'elle était effectivement, non pas fille adoptive, mais elle était filleule de la princesse de Conti. Alors, à l'époque, ça se faisait assez souvent, c'est-à-dire que les gens qui étaient des grands, enfin des personnages importants, comme la princesse de Conti ou des gens comme ça, ils ont des tas de filleuls parce que ça vous protège. Mais ils ne vont pas s'embêter à porter eux-mêmes sur les fonds une petite nana qui n'a pas de valeur. Donc, ils le font faire par procureur. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple moi, enfin un inconnu quelconque qui est par là, voilà, on lui dit, toi, tu vas aller porter sur les fonds cette gamine, etc. Et comme ça, elle sera ma filleule, mais moi, je ne vais pas m'en occuper. Voilà. Et donc, ainsi, effectivement,
la princesse de Conti se trouve avoir pour filleule une jeune fille, pas connue, et cette jeune fille a un intérêt, on le comprend bien, à potentiellement expliquer qu'elle est la fille de la princesse de Conti. Alors c'est bien, parce que ça fait du bruit, quoi, c'est du buzz. Quoi, voilà. Elle va faire ça dans les années 1619 à peu près, et à ce moment-là, effectivement, Henri IV est mort en réalité, puisqu'il meurt en 1610, tué par Ravaillac, et donc effectivement ça va faire du buzz, on va en discuter, est-ce qu'elle est vraiment la fille d'eux, est-ce qu'elle n'est pas la fille d'eux, voilà, et puis bon, les bruits courent. Et alors évidemment c'est aussi intéressant à l'époque que l'histoire de Mazarine Pinjot aujourd'hui. Hein, bien sûr qu'il n'arrête pas de faire un nouveau roman qui raconte la même histoire, etc. Voilà, toujours la même. Alors apparemment, Mazarine est vraiment la fille de François, voilà, peu importe, mais on sent que c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que si elle était la fille de n'importe qui. Il y a quelque chose qui autour de ça fait le buzz véritablement, voilà le point. Et donc ça c'est une historiette typique, c'est-à-dire une personne qui va faire du bruit autour d'elle, on ne sait pas très bien finalement qui c'est, mais on en parle, il y a des opinions qui sont divergentes, et c'est ce que va raconter effectivement notre brave Talleyrand des Réaux. Lisette était filleule de la princesse de Conti. Il écrit, c'est des choses que le lectorat des années 1650 en principe, sait plus ou moins, parce que ça a fait le buzz dans ces années-là, mais Talleyrand des Réaux n'écrit pas pour publier. Donc il écrit ça en se disant, probablement, c'est pour moi, ça me plaît bien, mais pour la suite infinie des siècles. Dans 1000 ans, peut-être, des gens me liront et décriveront ça. C'est exactement la logique de Saint-Simon, qui écrit des choses comme ça, dans l'idée que on ne va pas le lire de son vivant, que ses descendants immédiats, enfin la génération ne lira pas, et que ça sera lu simplement 50 ans après sa mort, avec cette idée que ça sera intéressant, ça sera une information. Voilà. Lisette était fille de la princesse de Conti. Donc c'est pour un lecteur qui n'est pas au courant. C'était une assez pauvre fille que cette princesse n'osa tenir sur les fonds que par procureur. Donc par quelqu'un qui, et donc contraste entre cette pauvre fille d'un côté et la princesse, bien entendu. Voilà. Elle l'a fit nommer Louise, comme elle. De Louise, on fait Louisette, et par corruption, Lisette. Et Lisette est un nom de personnage des comédies de l'époque, bien sûr, chez Molière, chez Régnard, plus tard, chez bien d'autres. Lisette, c'est un nom de servante qui circule, voilà, très bien. Quand cette fille eut 15 ans, elle se mit à imiter Mathurine. Cette Mathurine avait été folle, plus guérie, mais non pas parfaitement. Alors là, crac, un deuxième personnage. On est vraiment chez Mathurine, chez Talleyrand des Réaux. Mathurine, elle existe vraiment. Alors Mathurine, c'est une vie passionnante. C'est Mathurine de Valois, mais Mathurine de Valois avec deux L. C'est pas une de Valois. Alors c'est une bouffonne de cour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIe siècle, il y a les bouffons, bien sûr. Tout le monde a son bouffon. Enfin, tout le monde, les rois, les cours ont leurs bouffons. Mais il y a aussi, encore plus intéressant, des bouffonnes. Et donc, les bouffonnes, on se les passe de cour en cour. C'est la bouffonne du cours. C'est-à-dire, elle est la bouffonne de Henri II, elle sera la bouffonne de Henri III, elle sera la bouffonne de Henri IV, bien entendu. Et donc, une bouffonne, c'est quelqu'un qui, à la cour, fait rire. Et donc, si possible, il doit être un peu rigolo, un peu bizarre dans ses accoutrements, à la limite un peu folle, un peu originale. Et donc, cette Mathurine existe vraiment. Et la Lisette se mit à imiter Mathurine. Alors, Mathurine imite, disons, la folie, en partie, bien sûr, elle se déguise. Alors, cette Mathurine avait été folle, puis guérie, mais non pas parfaitement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. On dirait une phrase d'aujourd'hui. Elle est toujours un petit peu pas terrible, voilà. Et donc, on a quelque chose un peu sur la condition aussi des femmes dedans, qui se donnent à lire là-dedans. Elle va servir de bouffonne. Elle continue à faire la folle, et sous prétexte de folie, elle portait des poulets. Alors les poulets, c'est très bien, au XVIIe siècle, on ne sait pas très bien l'origine. Voilà. C'est si j'ai envoyé un petit billet doux ou une dame à moi, voilà, inversement, ça sera un poulet. Et donc, porter des poulets dans une société, bon, quand même un peu restrictive sur le plan sexuel, enfin, on faisait un peu n'importe quoi, mais enfin, il y avait des interdits. Donc, porter des poulets, bon, aujourd'hui, j'envoie un texto, un mail, enfin, voilà, je n'ai pas besoin de faire des signaux de fumée sur le toit. Donc, immédiatement, clac, voilà, ça arrive dans le cœur de la belle que je veux courtiser sans avoir besoin de faire des poulets. Mais au XVIIe siècle, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Il faut envoyer un petit message. Et le petit message peut être interrompu, parce que les gens vont le piquer. C'est le fond des comédies de Molière, de Régnard et de bien d'autres. Et donc, il faut avoir des gens de confiance qui apportent le message, qui vont se croûter dans la boue, etc. Donc, si on a quelqu'un qui peut le faire, ça peut rapporter de l'argent, effectivement. Elle y gagnait du bien, bien entendu. Il laissa un fils qui a été un admirable joueur de luth. On l'appelait Blanc-Rocher. Alors ceci est vrai, Blanc-Rocher existe, bien entendu. Alors il a un nom pas possible, évidemment, Blanc-Rocher, mais c'est le fils de la folle. Donc on est vraiment dans ce que Stendhal appelle plus tard les petits févrés, c'est-à-dire un des plus grands joueurs de luth et fabricants de luth du XVIIe siècle, Blanc-Rocher, est fils d'une bouffonne, sans doute un peu bizarre. Et sur ce Blanc-Rocher qui a fait une seule composition de musique, il n'en reste pas grand-chose, il y a cependant une série de compositions autour de Blanc-Rocher, parce que quand il meurt dans les années 1660, Couperin, Louis Couperin et plein d'autres font effectivement des compositions autour de la mort de Blanc-Rocher. Ça s'appelle des tombeaux.
tombeau de monsieur de Blanc-Rocher, etc. Et donc, on a une douzaine de tombeaux qui s'appellent tombeaux de monsieur Blanc-Rocher, dont on voit bien que c'était effectivement un des meilleurs luthistes de l'époque. Et donc, c'est ce qui intéresse Talleyrand des Réaux, c'est ça. Il y a un des meilleurs luthistes de l'époque, bon, c'est une star, hein, véritablement, il y en a un certain nombre d'autres, mais il apparaît régulièrement, y compris d'ailleurs dans l'œuvre de La Fontaine, comme étant un des meilleurs luthistes du temps. Eh bien, ce personnage-là sort d'une bouffonne qui elle-même est copine de Lisette. Donc c'est ça les coïncidences, hein, voilà, la vie est bizarre, hein, voilà ce que dit le texte. Et il s'appelle évidemment Blanc-Rocher, ce qui n'est pas un nom de luthiste a priori, hein, Blanc-Rocher, enfin on voit très bien, c'est pratiquement l'inverse. S'il était là aujourd'hui, il jouerait pour Michel Brun par exemple, hein, dans la prochaine cantate sans filet. Lisette donc prend un chapeau, hein, voilà, Lisette donc prend un chapeau, une fraise, un pourpoint et une jupe. Alors on est dans la comédie. On voit bien le théâtre qui commence. Donc, elle imite Mathurine. Donc, elle prend les instruments nécessaires pour faire la folle. Donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, prend un chapeau, une fraise, un pourpoint et une jupe. Hier, on lisait avec quelques amis au Jardin des Plantes une fable de La Fontaine qui s'appelle Le loup devenu berger. Alors, c'est l'histoire d'un loup qui commence à avoir un peu petite part aux brebis de son voisinage. C'est embêtant quand on est un loup. Et donc, pour continuer à avoir des brebis, il se déguise en berger. Et donc, il fait comme ça. Il prend le haut coton, il prend le chapeau, il prend les vêtements et il se transforme en berger. Et bon, ça marche un petit moment, mais ça marche pas très longtemps. Et il finit mal. Voilà. Et donc, Lisette prend effectivement les différents éléments et on rentre dans le théâtre de cette Lisette qui devient une folle. Donc, et en cet équipage, plus insolente qu'un valet, elle entre chez toutes les personnes de la cour. Au bout de quelques temps, elle disparaît tout à coup. Et après quelques années, elle revient à Paris. Et donc, insolente qu'un valet, les valets sont absolument toujours insolents au XVIIe siècle. Hein, c'est réputé. Évidemment, Scapin, hein, dans les comédies Molière, est naturellement insolent, bien sûr. Il engueule tout le monde, voilà. Il donne des coups de bâton à qui n'en aurait pas envie d'en avoir. L'idée que le valet est insolent, c'est régulier. Et il faut imaginer que les nobles et les bourgeois avaient chez eux toute une armada de valets qui à la fois les servaient et les embêtaient. Et donc, elle est comme les valets, elle entre n'importe où, il n'y a pas de mur. Et cependant, elle disparaît tout d'un coup. Alors, c'est un des grands thèmes des historiens de Talleyrand des Réaux. Les gens apparaissent et soudain ils disparaissent. Vous voyez, à la fin, Cronenbourg qui disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Oui, on va dire comme dans la vie moderne. Il y a des gens qui apparaissent, qui sont très importants dans la vie politique ou culturelle. Je ne sais pas, à Toulouse par exemple, ou à Bordeaux ou ailleurs. Et soudain, on n'entend plus parler. Puis on se dit, il est mort ou il n'est pas mort ? Plus, enfin, on ne sait plus. Oui, il doit être mort. Non, il n'est pas mort. Hein, voilà. Et alors, effectivement, c'est le romanesque. Là, c'est plus le théâtre, c'est le romanesque. Dans le romanesque, effectivement, le personnage apparaît. Et puis il disparaît. Il parle des pirates, il rencontre l'amour, ou n'importe, enfin, ce que vous voulez. Il disparaît. Elle prend un chapeau, puis elle disparaît. Au bout de quelques temps, elle disparaît tout à coup. Et après quelques années, on ne sait pas pourquoi, ellipse, elle revint à Paris et voulut se faire passer pour la fille d'Henri IV, qui était mort il y avait un peu plus d'un an. Donc ça nous date le moment, 1610, la mort d'Henri IV, tué par Ravaillac, 1611, on est là. Et qui était mort il y avait plus d'un an, et de la princesse de Conti. Alors ça, c'est très bien, c'est super rentable. Si vous êtes la fille d'Henri IV ou de Depardieu ou de qui vous voulez, d'accord, ou de Yves Montand ou de François Mitterrand, vous avez la chance d'avoir vos livres publiés, de passer à la télé ou sur Facebook, où vous voulez, etc. À l'époque, c'est pareil, enfin voilà, c'est la même chose. Hein. Donc c'est très très bien. Si en plus c'est la princesse de Conti, le seul problème, c'est que la princesse de Conti est toujours vivante. Alors c'est un peu embêtant pour elle, parce que, enfin, vous comprenez. Elle se faisait nommer Henriette Chrétienne. Alors ça, c'est un peu gonflé. Henri IV, Henriette, chrétienne, obtenue par la princesse de Conti. Donc c'est pas mal comme nom. Hein, voilà. Henriette chrétienne, ça passe. Disait que la princesse de Conti n'avait jamais voulu permettre que le roi la reconnût, qu'à cause de cela, il l'avait fait nourrir secrètement, qu'il se l'était pas porter en cachette plusieurs fois et qu'il l'avait plus aimé que tous ses autres enfants. Alors ça, c'est merveilleux, c'est une histoire. Si vous voulez vous faire passer pour fils de Giscard ou fille de Giscard ou de François Mitterrand ou de qui vous voulez, ou de Gérard Depardieu, Yves Montand ou de qui vous voulez, il faut absolument raconter que vous êtes l'enfant préféré et que cependant il y avait un obstacle et que donc vous voyez secrètement, d'une manière ou d'une autre, ça redouble l'intérêt d'être le fils ou la fille de François Mitterrand, ou le fils ou la fille de Giscard, ou de qui vous voulez, ou de Donald Trump, si vous préférez, ou d'Elon Musk, enfin, ou de Poutine, enfin, aucune importance, hein, voilà, aucune importance, à condition que ce soit un peu secret, et que vous révéliez que c'est secret, et que le type voulait le cacher. Donc, on a tout. On a de l'histoire, un genre littéraire, l'histoire, la princesse de Conti, Henri IV, ça c'est l'histoire. On a le théâtre, on se déguise, enfin tout ça. Et on a le roman, ça apparaît, ça disparaît, et il y a du secret, le roman tel qu'on le conçoit à l'époque. Donc voilà une historiette qui est au cœur de la littérature, en vérité. Tous les gens littéraires y sont à toute allure. Hein, voilà. Toute la cour se moque d'elle, et voilà le public. Eh oui, parce que quand même, bon, oui, il ne faut pas exagérer quand même. Mais en même temps, on aime bien se moquer. Hein, c'est pas mal de se moquer. Car on savait toutes les amourettes d'Henri IV. Ben oui, tout le monde le sait. Bon, comme tout le monde sait les amourettes de Giscard et de François Mitterrand ou de d'autres. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour savoir. Très bien, tout le monde le sait. Et puis si on ne le sait pas, bon, voilà, on va sur Internet et on est au courant. Pareil pour Sarkozy, Carla Bruni, enfin tout le monde. Enfin voilà, on le sait. Tout le monde sait tout. Évidemment, c'est comme ça à l'époque. En tout cas, autour de la cour, il n'y a pas grand secret. D'ailleurs, ça va être précisé ensuite. Et personne n'ignorait qu'encore qu'il eût trouvé la princesse de Conti fort belle la première fois,
Donc, quand elle a moins de 11 ans, naturellement, qu'encore qu'il lui trouvait la princesse de Conti, extrêmement beau, qu'encore qu'il lui trouvait la princesse de Conti, on se régale de se redire une telle phrase, parce qu'il y a le mot princesse de Conti, qu'il la vit, il ne voulait point penser à l'épouser, parce qu'il savait trop de ses nouvelles. Ben oui. Oui, parce qu'elle était un peu excitée. Hein. Voilà. Et donc, il savait trop de ses nouvelles, vous comprenez. On n'insiste pas, c'est pas la peine. Hein. On sait que jeune, la princesse de Conti était un peu chaude. Hein. Voilà, en gros. Peut-être aussi ne l'aurait-il pas voulu faire par politique. Et oui, c'est une bonne raison. On va quand même pas épouser une petite nana par politique, c'est-à-dire qu'on risque d'être critiqué dans le système de la monarchie. Henri IV, c'est pas facile sa position. Hein. Il est un protestant qui devient catholique. Tout le monde a envie de l'assassiner. D'ailleurs, on réussira à l'assassiner au bout d'un moment. Il est vrai de notre côté que ce qu'il voulait faire pour Madame de Beaufort, c'est-à-dire Gabrielle d'Estrées, qu'il a fait nommer Madame de Beaufort et qu'il voulait épouser, ça c'était pas terrible, c'était mal vu. Tout le monde l'a traité de pute, hein, Madame de Beaufort, c'est-à-dire Gabrielle d'Estrées, elle avait un nom épouvantable. Hein. Elle était haïe, absolument. Hein, c'était pire que les pires maîtresses de Louis XIV. Elle était haïe, détestée, bien entendu, parce que évidemment elle couchait avec le roi et que ça rapportait, hein, naturellement, bien sûr. Hein. Et comme il voulait l'épouser, ça c'était une erreur potentielle politique, d'autant plus qu'il était marié, qu'il était catholique officiellement, enfin tout ça. Il était encore constant qu'étant marié, il n'avait jamais eu d'inclination pour cette princesse, c'est-à-dire le désir de l'épouser, au bout du compte. Hein, voilà. Et donc, on ne sait pas trop, mais bon, apparemment, la cour a de quoi rire, parce que tout le monde sait bien qu'Henri IV a des maîtresses, qu'il court les filles, etc., qu'il est un fer-galant, etc. Mais avec la princesse de Conti, ça n'a pas marché. Hein, voilà, ça n'a pas matché. Cependant, assez de badauds à Paris croyaient ce que cette friponne disait. Et oui, parce qu'il y a la cour, ça c'est les gens à peu près informés. Mais autour, il y a les badauds. Et oui, c'est l'opinion publique. Et oui, et voilà, c'est comme nous. Bon, j'ai lu le dernier livre sur la dernière amour de François Mitterrand, je ne savais pas. Mais apparemment, Charras, qui était au centre du système, qui ouvrait, qui fermait les portes, qui faisait entrer et sortir les maîtresses, lui, il savait très bien. Moi, je ne savais pas, mais lui, il savait. Donc, je fais partie des badauds. Peut-être que ce qui est raconté dans le livre est faux, hein, d'ailleurs, je ne sais rien. Je fais partie des badauds. Mais Charras, apparemment, est au courant. Et ben, il est mort, paix à son âme. Voilà. Pendant que ces badauds croyaient ce que cette friponne disait, il y avait ici, en ce temps-là, un flamand nommé M. Bigon. Alors, le flamand est toujours idiot. Hein. Bon, le flamand, c'est le belge. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Le flamand, il est lourd, il est pesant, le flamand, vous comprenez, le flamand, c'est le flamand. Et alors celui-là, en plus, il s'appelle Monsieur Migon. Alors, Monsieur Migon, bon, c'est pas terrible, hein, mignon, Migon, gong, etc. Bon, enfin, vous voyez à peu près. Voilà. Alors, ce Monsieur Migon, homme du mais du reste assez simple. Voilà. Bon, il croit un peu à tout. Ce bon flamand, alors quand on dit bon flamand, ça veut dire qu'il est idiot, hein, enfin, plus ou moins. Voilà. Quoi qu'ingénieux. Ingénieux, c'est un peu malin. Hein, voilà. Il connut Lisette. Alors, connaître, vous savez, donc ça a plusieurs sens. Hein. Je la fréquente, mais aussi au sens biblique. Enfin, voilà, oui, on ne sait pas, c'est pas très bien. Ce bon flamand connut Lisette. C'est très joli, ce bon flamand connut Lisette. Hein. Et comme cette créature avait le caquet bien emmanché, bon, voilà. Bon, là, on ne commence pas pendant des heures, mais on comprend à peu près. Le caquet bien emmanché, voilà. Là, on voit bien ce que c'est qu'un écrivain. Hein, il prend une expression un peu populaire, il la retravaille un petit peu, et on a quelque chose de concret, véritablement. C'est pas bien écrit, c'est extraordinaire. Car jamais on a mieux débité le galimatia. Donc le galimatia, la parole des Gaulois, etc. Le mélanger, etc. Il en fut charmé, et oui, parce que Migon, c'est un flamand, hein, voilà, vous comprenez, il n'est pas très doué, hein, voilà, et pleinement persuadé de tous les flammes qu'elle débitoie. Et donc, il croit, c'est un flamand, écoutez, voilà, bon, il s'appelle Migon, etc. Or, il arriva, l'histoire se complique, parce que Migon ne suffit pas. Migon, c'est Migon, hein, voilà. Migon, c'est un flamand. Bon. Un certain Allemand. Alors, les Allemands, s'il y a des idiots au XVIIe siècle, il y a encore plus d'idiots. C'est les Allemands. Alors, les Allemands, à l'époque, ne sont pas nos ennemis héréditaires. Les Allemands, c'est des principautés nulles, etc. Ils ne parlent même pas italien, vous comprenez. Il n'y a même pas eu encore Jean-Sébastien Bach. Enfin, bon, c'est les Allemands, quoi, voilà. Bon, ils sont lourds, ils boivent de la bière, etc. Bon, ils sont un peu ridicules. Louis XIV et autres font des guerres en Allemagne. Enfin, on s'en fiche complètement des Allemands, bien sûr. Or, il arriva qu'un certain Allemand qui se faisait appeler le baron de Krulenbourg. Là, on se croirait chez Voltaire, hein, monsieur de Tottenkronk, hein, voilà. Fit à croire à monsieur des Haguens, favori de monsieur de Luynes, qui savait faire l'or. Alors, tous ces gens existent. Alors, monsieur de Luynes, là, on monte dans la hiérarchie sociale. Monsieur de Luynes, c'est un connétable. C'est-à-dire, c'est un personnage tout à fait important dans la hiérarchie militaire. Donc, c'est un personnage vraiment terriblement important qui dirige une partie des armées françaises. Et donc, on se retrouve là au cœur du pouvoir. Haguens, Krulenbourg et Migon, c'est les petits frettins. Mais quand on monte au niveau de Luynes, là, bon, les ducs de Luynes, les princes de Luynes, etc., enfin, il y a une grande famille, etc., tout ça commence dans ces époques-là. Et bien sûr, là, on est avec des gens qui comptent vraiment, qui savaient faire l'or. Donc, c'est des gens qui ont du fric, beaucoup de fric. Et si on peut piller de Luynes, qui est proche du roi, hein, de Louis XIII à ce moment-là, naturellement, on peut y aller. Luynes, évidemment, finira mal. Richelieu ne va pas supporter Luynes, et hop, allez, hop, on l'élimine assez rapidement. Deshaguens lui donna 10 000 écus qu'il avait demandé pour cela, à l'autre, bien entendu. Donc, Deshaguens se fait tranquillement piler. Donc, Krulenbourg,
il y gagne. Il se met en équipage. Alors, se mettre en équipage du XVIIe siècle, ça veut dire acheter un hôtel, des beaux habits, en fait, ce que vous voulez, enfin, un hôtel particulier, etc. Donc, avec ça, on a tout ça. Donc, Culembourg se met en équipage, loue une maison à la place Royale. Donc, la place Royale, c'est la place des Vosges, qui vient d'être construite et qui est le lieu par excellence où Victor Hugo n'habite pas encore, mais c'est le lieu où Corneille fait une comédie qui s'appelle la place Royale. C'est l'endroit le plus noble, le plus moderne, le plus beau à ce moment-là. C'est là où habite Madame de Rambouillet à ce moment-là. Croyant que s'il se faisait valoir, il en tirerait encore bien d'autres. Alors ça, c'est le plan, on va dire, moderne. C'est-à-dire que, comment il s'appelle, le grand homme qui aimait beaucoup François Mitterrand et qui avait un yacht du côté de Marseille. Bernard Tapie, voilà. Il expliquait tout ça, que pour avoir de l'argent, il fallait pas avoir de l'argent, il fallait faire croire qu'on en avait. Il a tout à fait raison, bien sûr. Si on veut aller chez un banquier, il faut commencer par lui faire croire qu'on a beaucoup d'argent et que donc on va pouvoir rembourser abondamment. Donc il faut avoir un yacht si possible, une belle femme dedans, 2 ou 3 c'est encore mieux, et puis etc. Pour avoir encore plus d'argent. Plus on a d'argent, c'est parce qu'on a convaincu autrui qu'on a d'argent. L'erreur que fait naturellement la cigale avec la fourmi, c'est montrer qu'elle n'a rien. Il aurait mieux fait d'arriver avec un équipage, voilà, peut-être avec quelque chose comme ça. Et donc, Culembourg, qui n'est pas fou, se met un équipage, loue une maison à la place Royale. Vous comprenez, c'est comme aujourd'hui, louer un yacht, enfin tout ça. Et ainsi, si on a, disons, de l'apparence, on va pouvoir récupérer encore plus de fric du côté de connétable, de Luynes, etc. Et presque du roi. Enfin voilà, ça va monter. Monsieur Dagen se donne pourtant son argent, on en parlait à Monsieur Dornano, alors gouverneur de Monsieur, et qui depuis fut maréchal de France. Alors ce Dornano, donc c'est la famille de Dornano, de tous les Dornano qui vont jusqu'au ministre de Giscard, bien entendu. Alors celui-là, il était plus ou moins incapable, ça n'empêche pas d'être maréchal de France, hein, c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas grave, c'est pas parce qu'on gagne des batailles, etc. Alors lui, il était gouverneur de Monsieur, frère du roi. Alors c'est Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans, c'est Monsieur, frère du roi Louis XIII, naturellement. Et donc, lui, il passait son temps à comploter contre Louis XIII. Et donc, vous comprenez, c'est des gens assez douteux. Et évidemment, Dornano est particulièrement douteux. Richelieu va aussi l'éliminer en disant, quand même, ces types, c'est pas possible. Ils sont nuls militairement, ils se gouvernent, etc. Et il pousse, évidemment, Gaston d'Orléans à se révolter contre Louis XIII, mais surtout contre Richelieu. Richelieu qui avait... c'est dirigé un État, en gros, hein, voilà, à peu près, mais qui n'était pas nécessairement très sympathique et qui détestait Gaston d'Orléans, qui passait son temps à traficoter. Et donc, là, on est dans la grande magouille de l'époque. Donc, on fait de l'or. Il y a un certain Culembourg. Il y a un Flamand qui est allemand. Il y a un Allemand qui est dedans. Il y a le connétable de Luynes. Il y a Dornano, gouverneur de Monsieur, frère du roi. Vous voyez, c'est un peu ces histoires, quand on raconte un peu les histoires autour de Nicolas Sarkozy ou un tas de gens comme ça. Il y a des gens pas possibles, vous voyez, ou Benalla, ou je sais pas qui, des gens comme ça. Un mélange de types pas possibles. Soudain, on s'apprend que Benalla est un copain de Macron. On ne comprend rien. Voilà. Bon. Voilà donc Migon avec Culembourg. Alors, vous voyez, si vous lisez la vie de Sarkozy, de Macron et les autres, vous pouvez mettre ça. Voilà donc, machin avec Z. Vous dites, ah, c'est pas possible, ils sont là. Et soudain, crac, ça remonte à Charles Pasqua ou je sais pas qui. Enfin, voilà. D'un seul coup, crac, on ne sait pas très bien. Il ne fut pas plus tôt qu'il pensa à Lisette. Et oui, parce que l'autre, il n'a qu'une idée en tête, c'est Lisette, bien entendu. Par Lisette, on va pouvoir peut-être faire quelque chose. Donc, il croyait princesse, il fallait obtenir quelque chose. Il la loge avec lui à l'intention de lui faire avoir si bonne part à l'or qu'on ferait qu'elle aurait de quoi se marier selon sa naissance. Donc l'or fabriqué par Culembourg, etc., qui permet d'avoir des relations jusque, disons, auprès du roi, hein, voilà, le monsieur frère du roi, etc., permettra peut-être d'enrichir Lisette, c'est ce que pense Migon. Pas con Migon, hein, voilà le truc. Alors, il se trouve que Migon connaît aussi, et que tout le monde connaît à l'époque, un certain monsieur de Chaudebonne. Alors, un nom extraordinaire, monsieur de Chaudebonne, bien entendu. Connaissez fort Migon. Oui, tout le monde se connaît. Hein. Chaudebonne est un noble, véritablement. Alors, il se trouve que Chaudebonne est le grand ami de la marquise de Rambouillet, qui, elle, est tout ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est ce qu'il y a de plus smart de l'époque. Hein. C'est une des plus jolies femmes de l'époque, qui connaît tout le monde, qui est extraordinairement intelligente, etc., qui connaît tous les écrivains, etc. Elle connaît donc aussi Chaudebonne, elle connaît Voiture, elle connaît Tallemant de Réau et compagnie. Et donc, c'est là que, effectivement, Tallemant de Réau trouve ses histoires. Et donc, Chaudebonne amène la Lisette chez Madame de Rambouillet. Parce que là, c'est le cœur du pouvoir intellectuel. Hein. C'est là qu'il faut être. C'est là que se jouent les affaires, hein, véritablement intellectuelles, mais aussi des affaires politiques plus ou moins diverses et variées. Alors, à ce moment-là, effectivement, c'est la grande introduction. Là, on est chez Proust. C'est lorsque Odette de Crécy, qui n'est rien, rentre chez Madame de Guermantes, hein, par exemple. C'est incroyable. Comment se fait-il que Odette de Crécy se retrouve chez la princesse de Guermantes? Mais c'est la vérité, c'est comme ça. Hein. À Toulouse, vous avez aussi des salons, j'en ai fréquenté quelques-uns, totalement nuls, où vous rencontrez les gens les plus intéressants. C'est merveilleux, voilà, des ploucs absolus. Et puis soudain, c'est merveilleux, hein, voilà, c'est merveilleux. Et donc, le mélange entre tous ces gens-là,
C'est ça le sel du romanesque, quelque part. Une fois, j'avais quelques étudiants je leur racontais un salon toulousain, peu importe son nom, mené par des ploucs, en gros, voilà, et très riches, bien entendu. Et je leur disais, c'est comme ça chez les Verdurin. Et ils m'ont dit, mais ça n'existe pas, les Verdurin, etc. Je leur dis, vous voulez, ce soir, je vous amène chez les X. Et on y est allé, et ils ont compris que c'était pire que chez le Verdurin, hein, voilà. Mais j'y étais, moi, dans le rôle de Swann, hein, bien sûr, évidemment. Et donc, ça, c'est le romanesque, c'est-à-dire le mélange entre Madame de Rambouillet, ce qu'il y a de mieux, le mieux du mieux du mieux du mieux, à tout point de vue. Et soudain, Lisette, qui est amenée là par Chaudebonne, qui est un copain de Migon. Parce que Chaudebonne connaît Migon, que Migon est amoureux de Lisette, que Lisette se retrouve chez Madame de Rambouillet. Hein, voilà le truc. Alors, elle arrive, Lisette, évidemment. Elle est habillée avec son habit, voilà. Elle n'avait rien d'extraordinaire en son habillement, parce que d'habitude, elle habite Mathurine. Donc, ça veut dire s'habiller. Alors, Mathurine s'habillait en soldat, en matamor, enfin, des choses comme ça, voilà. Et donc, bon, c'était pas si extraordinaire que ça. Or, qu'elle avait un chapeau avec des plumes. Alors, ça, c'est un truc d'homme à l'époque. Hein. On est dans le premier XVIIe siècle. On n'est pas, à la fin, on n'est pas au XVIIIe siècle. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est un peu étrange, une femme qui arrive avec un chapeau avec des plumes. Et dès que Madame de Rambouillet l'a vue, elle l'a reconnue, elle lui dit qu'elle l'avait vue ailleurs. Ça, c'est Madame de Guermantes, hein, voilà, typiquement. Voilà. Je vous ai vu ailleurs. Vous voyez, à peu près, voilà. Elle l'a vu ailleurs, oui, parce qu'elle a reconnu immédiatement que c'est Lisette. Et l'autre dit, mais non. Mais oui. Ah, répondit-elle, madame. Cette malheureuse Lisette qui m'a perdu l'honneur. Donc, il y en a une autre, qui est ma sœur, voilà. Et moi, je ne suis pas ça. Et donc, il y a une sorte d'ambiguïté de théâtre magnifique. Rambouillet dit, c'est vous, je vous reconnais, vous êtes Lisette. C'est-à-dire, vous êtes rien. Moi, je suis Madame de Rambouillet, vous comprenez, Catherine de Vivonne, enfin, une des familles les plus riches de Paris, enfin, etc., qui connaît tout le monde, enfin, oui, enfin, tout ça. Et puis, il y a Lisette, je vous connais, voilà. C'est Madame de Guermantes qui dirait à Odette de Crécy, vous n'êtes que cette petite nana qui était demi-mondaine, etc., à moitié prostituée, etc. Et l'autre, il dit, mais non, c'est pas moi, c'est ma sœur qui, avec ça, voilà. Elle était fille de ma nourrice et ma sœur de lait. Madame Rambouillet n'en croit rien, elle lui fait toutes les objections qu'on lui pouvait faire, et entre autres que si le feu roi se lui fait porter pour la voir, comme elle disait, que cela se serait su, et que les rois ne pouvaient rien faire sans témoin. Alors ça, c'est vraiment la monarchie, il faut imaginer ça, ça va être terrible. Louis XIV, on a des films qui le montrent assez bien, Louis XIV, mais Henri IV ou autres, se lèvent, vont faire leurs petits besoins, se font saigner, etc., en présence de gens très nombreux. D'accord ? Et donc, effectivement, quand Louis XIII tente de coucher avec sa femme, eh bien, il y a tout un tas de gens qui sont autour, ils ont des téléphones portables pour téléphoner à l'Europe entière pour dire « il a couché, ça y est, premier coup, deuxième coup, etc. » Vraiment, c'est ça. Hein. Les ambassadeurs sont là, parce qu'on n'était pas du tout sûr qu'il était capable d'eux. Il était très important de savoir si vraiment il avait etc., etc., etc. Et donc, l'information court, et Louis XIV naît. Hein, ainsi, il fallait quand même que Louis XIII ait le moral, hein, surtout qu'il n'était pas nécessairement attiré par les femmes. Donc, c'est pour nous incroyable. On est dans des sociétés qui sont terriblement différentes des nôtres. Et donc, tout le monde le sait. Et donc, il n'y a pas de secret. La vie de roi n'a pas de secret. Voilà ce que semble dire Madame de Rambouillet. Et dans votre histoire, ne vaut pas pépette. Au commencement, la princesse de Conti, qui était déjà veuve, et oui, son mari, hein, qui, vous savez, un peu vieux, qui était muet, qui était sourd, etc. Bon, au bout d'un moment, on est débarrassé. Et quand on est veuve, au XVIIe siècle, c'est bien. Une femme, jeune veuve, ça, c'est bon. Et oui, c'était une des meilleures statues à l'époque. Hein. Célimène, chez Molière, jeune veuve, c'est très bien. Mais les étudiants ne le croyaient pas. Elles avaient intérêt à épouser les vieux floraux de 90 ans. Elles auraient été veuves très jeunes et avec un château. Elles ne le croyaient pas. Bon, tant pis pour elles. Voilà. La princesse de Conti l'a cru, naturellement. Au commencement, la princesse de Conti, qui était déjà veuve, laissa dire à cette fille... Mais voyant que le monde en était trop imbu, le monde c'est tout le monde, c'est-à-dire les gens, et en particulier les gens de la cour. Trop imbu, c'est-à-dire qu'ils y croient, et on en parle. Ça devient quand même un peu pénible, hein, cette histoire. Hein. Et que quelques-uns ne savaient qu'en croire, elle la fit prendre et la fit mettre en prison dans l'abbaye Saint-Germain. Bon, voilà, l'abbaye Saint-Germain, oui, à peu près à Paris. En donnant le fouet à Lisette, mais elle soutint toujours la princesse de Conti, même qu'elle était sa fille. Il faut aussi imaginer donc ce que c'est que ces grands personnages comme la princesse de Conti. Elle peut faire arrêter une nana, hein, Lisette. On la met dans le couvent, on lui fait donner le fouet, bon, voilà, bon. Et l'autre, bon, on n'est pas chez les talibans, on est à Paris dans les années 1620, 1630, et c'est une dame qui en a un peu marre de l'autre qui raconte des cracks. Bon, peut-être ça servira aujourd'hui. Voilà, on donne le fouet, etc. Cette princesse qui était bonne, elle vient lui donner le fouet, bon, mais bon, elle est bonne quand même, oui, parce qu'elle aurait pu faire pire, la mettre devant la justice. Et là, c'était des tortures possibles, un cul de basse-fosse, l'envoi, non pas aux galères pour les femmes, mais se retrouver au Canada, voyez, et puis se transformer en espèce de prostituée pour cow-boy, l'arrière-grand-mère de Trump ou d'un autre. Hein, voilà. Et donc, c'est mieux. Hein. Dans Manon Lescaut, c'est comme ça. Manon Lescaut, hop, on l'envoie en Amérique. Hein. Le fouet, c'est pas si grave. Donc, elle était bonne, se contenta de ce châtiment, et ne l'a voulu point mettre en justice.
Et donc là aussi, il faut se mettre dans le XVIIe siècle pour comprendre qu'effectivement, il n'y a pas d'ironie. Elle n'est pas méchante, elle aurait pu vraiment faire pire, véritablement. Lisette, au sortir de là, courut tout le royaume, elle est encore en vie et parle comme elle faisait en ce temps-là. Donc ça continue, ça continue. L'histoire est là, elle continue à expliquer ça, mais voilà, c'est un peu malin. Elle était petite, mais bien faite. Pour le visage, elle avait meilleur que Mambo. Alors vous voyez qu'on est très loin de la composition classique. Parce que le visage de Lisette, si on était chez Balzac, qui de certaine manière est classique de ce point de vue-là, on aurait d'abord le portrait, Lisette était ceci et cela, et puis la suite, et puis voilà. Or là, brusquement, on dirait que Talleyrand de Reux se dit « Ah ben si, c'est quand même assez important de raconter qu'elle avait un visage fait comme ça et comme ça. » Et ça arrive à la fin. Et brusquement, elle est encore en vie et parle comme elle faisait en ce temps-là. Elle était petite mais bien faite. Pour le visage, elle avait meilleur que Mambo. Point. Pour Culembourg, alors il y a le visage, et il y a Culembourg. Et ils sont mis sur le même plan. Le visage, il est là, il n'est pas terrible. Et Culembourg, au bout de 3 mois, il fait un tour dans la nuit. Et voilà, il disparaît. Et donc, à la trappe, au gloup, voilà, à la trappe à Noble, il disparaît. Et donc, c'est une fin de texte absolument admirable, de cette manière. Mais on va dire tout sauf classique. Si on appelle classique un texte qui suit un ordre, qui serait par exemple l'ordre chronologique, ou l'ordre du portrait, Lisette était comme ceci et comme cela, et je vais vous raconter cela. Là, on a un certain nombre d'événements dont on voit bien que Talleyrand de Reux ne se soucie pas de les rendre parfaitement explicites. C'est-à-dire, pour les comprendre, il faut que le lecteur soit au courant directement parce qu'il vit dans l'époque, soit que le lecteur fasse un petit peu des recherches, se renseigne. Talleyrand de Reux n'explique pas, et vous voyez, il ne fait aucune morale de ce point de vue-là. Il raconte l'histoire, voilà, il n'en conclut rien. Ce n'est pas de ce point de vue un auteur moraliste, comme le seront Montaigne, comme le seront Molière un peu plus tard, ou La Fontaine. Il raconte l'historiette, elle est là donnée. À vous d'en faire ce qu'on en veut. Il est absolument langue vipère, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, Lisette, on voit bien, c'est pas terrible, voilà. La princesse de Conti, bon, voilà. Henri IV, ouais, bon. Culembourg, boum, voilà. Bon, Migon, il est idiot, voilà, plus ou moins, voilà. Le connétable de Luynes, etc. On sent bien qu'ils sont là pour se faire plumer, etc. Donc, on a une série d'événements qui sont proposés, de faits, de gens qui sont plus ou moins ridicules. On a envie de dire, c'est un peu comme Kundera, beaucoup plus tard, quand il écrit Risibles amours ou L'insoutenable légèreté de l'être. Il y a des petites anecdotes qui sont proposées et sur lesquelles on peut faire de la morale, au sens un peu strict. Je peux en tirer comme morale, une morale par exemple antiféministe. Les femmes, elles ne pensent qu'à, etc. Une morale anti-homme. Les hommes ne pensent qu'à piquer de l'argent, etc. etc. On peut en penser ce qu'on veut, que l'aristocratie est cruelle, etc. Non. On a des petits faits qui se succèdent. À nous d'en penser ce qu'on en veut. Et quelque part, à la fois dans le rire, parce qu'il y a du rire là-dedans, bien entendu, les noms, Culembourg et tout ça, mais aussi dans les larmes, parce que cette histoire est très douloureuse quand même. Parce que l'histoire de Lisette est une histoire affreuse. Quelque part, on voit bien qu'on a le parcours d'une jeune femme qui se retrouve, par les hasards de la vie, baptisée par procureur en relation avec la princesse de Conti, qui au fond veut jouer sa carte. Mais chaque fois, elle retombe, elle disparaît, elle apparaît, elle se retrouve avec des espèces de bandits, d'idiots, Migon et compagnie. Elle se retrouve le fouet, elle tente des coups pour réussir. Ça ne marche pas. Et sa seule gloire à cette Lisette, finalement réelle, c'est d'avoir été écrite par Talleyrand de Reux. Parce que sans Talleyrand de Reux, on n'en saurait rien. Pratiquement rien. On a pu reconstituer quelques petits éléments. On sait qu'elle a vraiment existé, cette histoire-là. Pareil pour Mathurine, qui est au début. Tous ces gens ont existé véritablement. On n'en sait pas beaucoup plus, mais ils sont devenus matière à l'écriture d'un romancier, homme de théâtre, auteur d'historiettes, qui quelque part est un type qui nous fait plaisir parce que ces histoires nous amusent. En même temps, c'est une histoire de nuisible, on voit bien quelque part. Mais il évite d'être nuisible parce qu'ainsi, il ne publie pas les textes au moment où, disons, les descendants immédiats, etc. seraient là. S'il avait publié ce genre de texte à l'époque de Louis XIV, Louis XIV aurait très mal vu qu'on parlât comme ça de son aïeul, c'est-à-dire Henri IV, ou d'autres gens qui apparaissent dedans en grand nombre. Donc il valait mieux pas. Mais aussi, il y a une notion qu'introduit Saint-Simon beaucoup plus tard, un siècle plus tard, qui est la double charité. Saint-Simon est dans le même cas. Il écrit dans les années 1730-1740 des mémoires qui racontent à quel point la fin du règne de Louis XIV, la période de la régence de Philippe d'Orléans, est peuplée d'histoires douteuses. Voilà. Toujours les mêmes, des histoires de fesses, des histoires d'argent, des histoires de vanité, des gens pourris, des gens incompétents, etc. Il raconte tout ça en détail, avec une cruauté infinie, un humour terrible. Et la double charité, ça consiste à faire ceci. Écrire la vérité de ce que j'ai vu, moi, de mon point de vue, Saint-Simon, qui est un duc bilieux, rageux, qui n'a pas pu faire la guerre parce qu'il était petit, qui a raté sa carrière, etc. Il n'est pas très content de tout ça. Voilà. Je vais écrire ce que j'ai vu directement
Et ce que j'ai vu n'est pas Jojo. Les histoires entre Madame de Maintenon, Louis XIV, Louis XIV qui veut reconnaître ses bâtards, en faire des héritiers potentiels de la couronne, etc. La plupart des curés qui apparaissent autour de la cour de Louis XIV sont tous des salopards, des imbéciles. Même le médecin qui s'appelle Chirac est un idiot, enfin, etc. Enfin, voilà. Ils sont tous affreux. C'est vraiment un monde terrifiant. Donc, première charité, écrire sur ces gens ce que j'ai vu vraiment, et qui est vrai, ce qu'il affirme, mais de telle manière que ni eux, ni leurs descendants ne soient blessés par ce que je dis. C'est la première charité. Et donc, c'est une action qu'on peut comprendre, parce que tous, autant que nous sommes, nous voyons autour de nous les crabes, et nous-mêmes d'ailleurs, enfin, les oreilles, etc. Première charité, on ne va pas les embêter. D'ailleurs, sur un fond, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose à part de les blesser. Parce que de toute façon, ils sont mauvais. Voilà, et moi aussi peut-être ailleurs. Et deuxième charité, c'est à l'égard du lecteur. Quand le lecteur lira les Mémoires de Saint-Simon dans 100 ans, peut-être, après ma mort en tout cas, eh bien lui, il va voir la vérité sur le monde tel qu'il est, non pas sur le monde dans lequel il vit précisément directement, mais sur un monde ancien, mais qui ressemble exactement au monde, à quelques détails près, au monde dans lequel il vit. Alors ça, c'est la grande idée des classiques. Il faut essayer de bien comprendre ça. Ces gens ne croient pas à l'histoire. C'est-à-dire, ils ne croient pas au progrès, ni même à la déchéance. Ils croient que le monde est une sorte de théâtre dans lequel les gens apparaissent, réapparaissent. Alors de temps en temps, ils sont habillés avec des perruques. De temps en temps, il n'y a pas de perruque, mais ça n'a aucune importance. Ils sont toujours les mêmes. Les femmes trompent les hommes trompent les femmes. Les hommes et les femmes ne pensent qu'au fric, à la gloire, à la vanité. De temps en temps, il y en a quelques-uns qui sont sains, S-A-I-N-E-T. Il y en a qui sont très intelligents. Il y a des imbéciles, etc. Enfin, c'est un espèce de paquet comme ça, comme les animaux. Mais ça ne change pas. C'était comme ça du temps des Grecs, du Romain, du temps du Christ, si vous voulez, de maintenant, etc. Et ça sera pareil toujours. Ce qui permet, par exemple, à La Bruyère d'écrire un chapitre. Déjà, La Bruyère n'a jamais voyagé, sauf à Chantilly et à Paris. Donc, c'est pas grand-chose. Il ne connaît personne, à part quelques amis. Et il écrit un chapitre dans les caractères qui s'appelle De l'homme. On pourrait lui objecter, mais monsieur, vous ne connaissez pas les Indiens, les cow-boys, les Noirs, les Africains, les Chinois, etc. De l'homme. Mais non, il répondrait... Je regarde à la cour, au château de Chantilly, en Chine, autrefois, aujourd'hui, qu'il soit noir, blanc ou rouge, c'est pareil. Bon. Donc c'est une position, il n'y a pas de géographie, mais surtout il n'y a pas d'histoire. Et donc ça fonde le métier de l'écrivain quelque part. J'écris aujourd'hui des histoires qui resteront intéressantes pour les hommes plus tard, parce que les hommes ou les femmes n'auront guère changé, à part que les costumes se seront un peu modifiés, naturellement. Ils savent bien que les Romains n'étaient pas habillés comme eux-mêmes. Mais au fond, c'est pas très différent, c'est à peu près pareil. Et donc cette deuxième charité, c'est permettre à nous, c'est-à-dire nous vivons 300 ans, 250 ans après Saint-Simon, de voir que finalement, les histoires entre, je sais pas, Monsieur Macron et Madame Machin, Monsieur Sarkozy et Madame Truc, ou peu importe, Monsieur Trump et Mélania, au fond, ça ressemble un peu beaucoup à ce que faisait Louis XIV avec tel ou tel. Et au fond, ça permet d'éclairer les choses et au fond d'être un peu rassuré, de ne pas se dire quelle décadence. Ça n'a jamais été aussi affreux que maintenant, vous voyez. Donc on échappe à ça. C'était pareil, voilà à peu près l'idée. Et puis en même temps, être un peu lucide. Oui, c'est pas terrible. Mais il y a aussi, de temps en temps, des saints, des gens extraordinaires. Il y a aussi des points de lumière, par-ci par-là, bien sûr, chez Saint-Simon, mais aussi chez Talleyrand de Réau. Par exemple, il aime beaucoup La Fontaine, il aime beaucoup Maucroix, et ce sont des points de lumière. Ils ne sont pas tous mauvais, idiots. Dans ce récit-là, ils sont tous plus ou moins idiots et mauvais, voilà. Mais ce n'est pas systématique, quand même, la plupart sont bêtes et idiots. Mais bon, il n'y a pas que ça, véritablement, dedans. Par exemple, Madame de Rambouillet, pour Talleyrand, une femme remarquable. Chaque fois qu'elle apparaît, elle est toujours dans un rôle intelligent. On le voit là-dedans. Elle comprend tout de suite, elle voit les choses. Et donc, bien sûr, c'est la vertu parfois de ces écrivains classiques, très différent de la vertu de la pensée des écrivains depuis le XIXe siècle, qui sont des gens qui croient à l'histoire. Victor Hugo croit à l'histoire, etc. Et nous croyons en général à l'histoire. Et nous sommes pris dans un relativisme, au fond, louable. On a tendance à penser que les Indiens ne vivent pas comme les cow-boys, que les cow-boys et les Indiens ne vivent pas comme nous, que les Africains ne sont pas comme nous, qu'ils ont d'autres idées, et que les gens du Moyen-Âge avaient des idées très différentes et des manières de se comporter extrêmement différentes, en bien ou en mal, peu importe, c'est pas la question de nous. Là, il y a cette idée, l'homme est toujours le même, l'homme et la femme. Et alors, ça marche assez bien, parce qu'effectivement, quand on lit ces textes anciens, qui sont très durs en général, les textes classiques français sont extrêmement durs. Ils sont beaucoup plus durs que les textes de Pierre Michon, Pascal Quignard ou n'importe qui, ou même de Houellebecq. C'est bien pire La Fontaine que Houellebecq. Talleyrand de Réau, Saint-Simon, Houellebecq à côté, c'est un enfant de cœur. Alors, je ne parle pas de Quignard et les autres, qui alors là sont même pas des enfants de cœur. C'est vraiment des écrivains très très durs. Et quelque part, cette dureté aide, parce qu'elle est appuyée sur l'idée que parfois, il y a de la lumière. Et ce sont des chrétiens, tous ces gens-là. Ils pensent qu'il y a une divinité dans l'homme aussi. L'homme n'est pas simplement mauvais, véritablement. Il y a aussi quelque chose qui est dedans.
Et donc ça peut aider à lire notre monde et parfois à lire aussi les écrivains d'aujourd'hui, la lumière du passé, de la littérature. Et ces grands écrivains du passé comme Talleyrand de Réau, on gagne à les lire et à les relire et à les découvrir parfois parce qu'on se dit, ah oui, tiens, on est vraiment passé à côté de ces gens-là. Et on se dit, bon, ce genre de texte proposé à des étudiants ou des élèves serait sans doute aussi intéressant que des textes qu'on met au programme du bac parfois et qui ne sont pas toujours très intéressants et qui ont pour principale vertu d'être écrits la semaine dernière par un ou une écrivaine plus ou moins à la mode. Bon, alors là, ça a ce côté mélancolique, bon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, on va continuer les classiques au détail de mois en mois. Le prochain reviendra à La Fontaine avec une fable que j'aime particulièrement qui s'appelle Le rat qui s'est retiré du monde. Là, c'est une fable un peu anti-rat, voilà, qui sont parfois des moines. C'est une fable vraiment d'actualité, comme toutes les fables de La Fontaine. C'est la plus belle fable de La Fontaine, comme toutes les fables de La Fontaine. Voilà, bonsoir. Vous venez d'écouter Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 13 janvier 2025 lors d'un nouveau classique au détail où il était question de Talleyrand de Réau et de son histoire de Lisette tirée de l'ouvrage Historiette publié en 1850. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.